Bonjour à vous, ici Mom. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo hors sujet, puisqu'il ne sera pas question de faire la rétrospective d'un groupe ou d'évoquer des albums musicaux. Il sera plutôt question en fait de dérouler le fil de la pensée, puisque dernièrement il y a quelques vidéos qui sont sorties et qui m'ont donné envie d'évoquer certains sujets, certains éléments, mais qui ne rentraient pas dans, on va dire, la ligne éditoriale des PGCD, petite gambade côté débat. Puisque là on ne sera pas vraiment dans le métal, on va être dans plusieurs éléments. Comme j'ai dit, dérouler le fil de la pensée, j'ai pas forcément de script non plus. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de chill, tranquille, d'évoquer des éléments ensemble. Après, est-ce que ça résonne en vous ou non? J'ai envie de dire, je me laisse la liberté de faire un peu ce que je veux. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à faire vos retours sur ce format qui se veut plus détente, plus tranquille. Ce qui se passe en fait, c'est que vous l'avez remarqué quand même, cette année j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai un petit peu accéléré la production, j'ai voulu tout simplement fournir un maximum de contenu parce que, mine de rien, il y avait plein de sujets que j'avais envie d'évoquer. Et parmi tous ces sujets, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de vidéos thématiques autour de la sociologie dans les attitudes et les comportements qu'on a dans le métal, que ce soit en fait ces métalleux qui détestent le métal moderne notamment, ou bien le métal se métamorphose et nous ne pouvons rien y faire. Ces vidéos-là, en fait, s'inscrivent dans une continuité qui a déjà été amorcée dans les PGCD, que j'évoquais déjà auparavant. Cette continuité, c'était tout simplement d'aller un peu plus loin que de simplement dire « Hey, t'as vu, ils se comportent comme ça ». L'idée, c'était aussi de voir dans les sphères métal, de trouver un peu l'origine de ces comportements-là, pourquoi ils sont là-dedans, et ne pas tomber, j'ai envie de dire, dans l'ethnologie de bas étage, ou juste dire c'est comme ça parce qu'ils aiment Satan et compagnie. Et en fait, toutes ces vidéos qui ne parlent pas forcément d'albums, malheureusement, c'est les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le bilan mi-2025, c'est que même si je ne veux pas faire ces vidéos-là, enfin, je veux les faire, ça me plaît beaucoup de les faire, il faut quand même que je les fasse, parce que c'est ça qui fait un peu effet d'appel. Alors je sais qu'en disant ça, il y en a peut-être qui ont les cheveux qui se hérissent sur la tête. Faut bien comprendre une chose, c'est que dans mon entreprise momesque, dans mon projet de chaîne YouTube, je garde quand même à l'esprit que moi, ce que j'aime faire avant tout, c'est de l'écriture. C'est produire des romans, c'est faire de la poésie. Et je vais pas cacher que la chaîne YouTube est quand même un moyen de diriger vers ma production. Et ça, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, c'était pas forcément conscient. J'ai fait la chaîne YouTube parce que j'avais envie de le faire, c'est un nouveau projet qui me tenait à cœur. Mais il est vrai, mine de rien, que quand j'ai commencé à taffer à fond sur Errant bord de la falaise et Litanie de l'acier, les liens sont dans la description. Je vais pas cacher que effectivement j'ai tablé sur YouTube et Twitch, sur la communauté qui était déjà présente, pour diriger vers ma production. Et donc, pareil, maintenant que ces romans sont sortis, ces romans sont présents, effectivement, quand je fais une vidéo, je fais un rappel que ces romans existent, parce qu'il y a quand même ce tunnel d'engagement. Voilà, je vais pas m'interdire d'employer ces moyens de communication, vu que, mine de rien, ça fonctionne. Pour en venir aux vidéos un peu thématiques PGCD sur la sociologie et les comportements dans le métal, c'est vrai que ces vidéos-là, c'est aussi, je les fais parce que voilà, ça marche, et surtout, ça m'intéresse. C'est hyper enrichissant, je trouve, parce que je sais pas si ça ressort bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quand je fais ces vidéos là, je passe beaucoup de temps en fait à faire des recherches, à lire des articles et à trouver aussi des revues un peu universitaires. Je passe du temps là-dessus. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas forcément parfois l'habitude de mettre les sources en description. Je l'ai fait pour l'attitude dans le métal, la marginalité dans le métal. Mais ça aussi je l'ai fait parce que j'ai eu l'appui d'un ami qui est actuellement en fac de droit, même en master 2 pour tout vous dire. Et donc cet ami là m'a apporté une aide assez cruciale dans cette vidéo. Et c'est pour ça je trouve que la vidéo sur la marginalité dans le métal, c'est une des vidéos dont je suis le plus content, parce que elle est complète, on est allé assez loin grâce à cet ami là. Et c'est vrai que les autres vidéos avant elle n'ont pas forcément l'exhaustivité que je voudrais avoir. Ce qu'il y a aussi, c'est que je suis tout seul à taffer. J'ai pas de monteur, j'ai pas de personne qui fait les miniatures, et pour la relecture et la réécriture, j'ai personne. Là, j'avais mon ami qui m'a proposé de m'aider, mais c'est vrai que je vais pas forcément aller les voir en disant est-ce que tu peux relire mon script? Moi, globalement, je travaille assez tout seul. Mais voilà, tout ça pour dire que ces vidéos-là, je les fais, ça m'intéresse, et forcément, quand tu parles comportement, attitude
et sociologie en général, quand tu travailles à fond sur ces sujets-là, et que tu vas évoquer du coup les comportements, les habitudes et les attitudes dans le métal, forcément, moi de mon côté, quand je vais décortiquer ça, dégrossir, forcément, derrière l'analyse, moi de mon côté, je vais faire un petit peu mon examen personnel et me dire, ok, à la lumière de ce que j'ai lu et de ce que j'ai appris, qu'est-ce que moi je peux en retenir de mes propres attitudes, de mes propres comportements. En fait, oui, l'être humain se construit par comparaison. On se compare aux autres individuellement, hein. On se compare à l'individu qu'on a en face de soi, mais on se compare aussi au grand groupe. Et c'est comme ça en fait qu'on se situe sur le champ social. C'est que, encore une fois, Bourdieu, hein, le goût est un dégoût. Ça veut dire que on va observer des choses dans le champ social et on va nous-mêmes se dire, ok, et alors c'est conscient ou inconscient, mais on va se dire, est-ce que je vais suivre ou au contraire m'en détourner? Et finalement, en analysant avec cette grille, tu t'aperçois que on n'est pas tout à fait libre de nos choix. Et finalement, la sociologie se construit avec les pairs, avec l'environnement dans lequel tu te trouves, et avec des choix qui sont plus du libre arbitre que de la véritable liberté. Je sais que là, on rentre dans des concepts assez forts et assez velus, mais oui, libre arbitre, ça veut dire que tu as la possibilité de choisir, mais tu n'es pas libre à 100%. Il n'y a pas dans ces choix disponibles une nouvelle option qui serait invisible, mais que toi tu pourrais voir. Il y a une part de déterminisme, et en fait ton champ d'action est quand même fortement contraint par l'environnement dans lequel tu es. Et ça c'est quelque chose que justement on peut mettre en lumière de la marginalité subie ou choisie qu'on a évoqué dans la précédente vidéo. Et en fait tous ces concepts là que forcément j'ai pu analyser et étudier au fil des vidéos PGCD sur les comportements et habitudes dans le métal et dans les divers cercles métal en général, hein, ou les différents genres et les différents sous-genres aussi, eh bien c'est aussi une manière de se dire qu'on n'est pas si singulier que ça, et encore plus avec le web horizontal et les espaces d'échange avec Discord et les salons privés. En réalité, l'individu qui se croit unique peut retrouver des personnes qui vont partager ces mêmes pensées, qui initialement ont l'air marginales mais ne le sont pas tant que ça. En vrai, on est plus de 8 milliards, donc à un moment donné, on n'est pas unique, on n'est pas singulier. Et en fait, j'évoque aussi tout ça parce que parfois, je reçois des commentaires dans les vidéos qui disent « Ouais, mais il faut que tu comprennes que vous, votre type de métalleux amateur de prog, eh ben, vous n'êtes pas comme les gens qui vont écouter le métal généraliste. » Oui, mais à aucun moment, en fait, par exemple dans mes vidéos, je suis là à chercher à tout prix la distinction. En fait, moi, j'ai bien compris que j'étais pas unique et singulier, même si je donne l'impression, avec mes présentations de groupe, que personne n'écoute. Quadvium, bonjour. Je sais très bien que je suis pas tout seul à écouter ces groupes-là. Dire Quadvium, ça s'est vendu. Le Tétradome, il s'est vendu. C'est juste que pas beaucoup de personnes n'en parlent en France. Mais dans le monde entier, t'inquiète pas que... oui, le groupe, il a réussi à vendre ses albums. Il y avait des précommandes de 150 vinyles, je veux dire version Stevie Giorgio, vinyle orange, et 150 vinyles Tesseling, vinyle violet. Les 300 vinyles, ils se sont vendus. Donc on est au moins 300 personnes dans le monde à avoir écouté Quadvium. Et plus que ça, parce qu'il y a aussi les CD qui se sont vendus, il y a aussi les albums numériques, il y a les écoutes sur les services de streaming. Donc ce qui est marrant, c'est que le principe de marginalité, il est quand même très circonstanciel. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer ou de discuter des amateurs de prog ou de tech, quand ils viennent sur mes vidéos, ils vont se dire « Ah, lui, il cherche à tout prix à se singulariser, à montrer qu'il est unique. » Non, c'est juste que t'as pas l'habitude, que t'as pas rencontré d'autres personnes qui sont comme moi. Parce qu'en réalité, même moi je le sais, je suis pas unique. Et personne ne l'est complètement. Et je vous renvoie à la vidéo sur la marginalité. Voilà, je vais pas revenir sur la conclusion de cette vidéo, mais voilà, là on a fait un raccourci, on arrive au même point. Et je parle de tout ça parce qu'en fait, récemment, j'ai vu le film Le Cercle des Poètes Disparus. Quel rapport avec le métal, mom? T'inquiète pas, on y arrivera. Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un film qu'on m'a montré quand j'étais au lycée. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Et initialement, j'avais détesté ce film. Alors pour tout vous dire, je pense qu'à partir de la moitié du film, j'ai pas suivi. Parce que là, j'ai vraiment redécouvert la deuxième moitié du film et j'ai été surpris. Mais en fait, ce qui m'a profondément dérangé quand j'étais adolescent,
c'était que je trouvais ça un peu trop facile. Voilà, on est dans une société un petit peu sclérosée, un petit peu bloquée. Et on a ce prof qui arrive, la bouche en cœur, oh là là, les belles paroles, tout ça, ça marche bien. Oui, bon, d'accord, on est dans du cinéma, ça marche parce que le scénario. Voilà, j'avais 15 ou 16 ans à l'époque, et comme j'allais pas très bien à ce moment-là, ce film, je l'ai un petit peu rejeté en bloc, sans saisir la sève principale qu'il contient. Et pourquoi je voulais parler de ce film ? Simplement parce que Le Cercle des Poètes Disparus contient, on va dire, un idéal, une esthétique et aussi un message qui peuvent trouver résonance dans la culture métal. Et de vous à moi, je n'ai aucun affect avec Robin Williams, mais sachant son triste départ, quand tu le vois dans ce film, et quand tu vois ce professeur qui veut apporter à ses élèves un nouvel espoir, un nouveau message, quand tu le vois partir à la fin, tout en sachant ce que l'acteur est devenu, ça a une résonance encore plus forte et je vous invite vraiment à voir Le Cercle des Poètes Disparus. Mais on va désormais revenir au message que contient ce film. En fait, Le Cercle des Poètes Disparus se situe en 1959 et on est dans une académie prestigieuse, une académie fictive, où en gros les parents veulent mettre leurs enfants pour qu'ils deviennent l'élite de la nation américaine. Donc voilà, c'est une école qui coûte cher et qui dispense le meilleur enseignement. Sauf qu'on est, comme j'ai dit, fin des années 50, et on est véritablement dans une société sclérosée, une société qui est verrouillée. Tout l'enjeu du film, c'est de présenter l'académie comme vraiment un milieu paternaliste, un milieu autoritaire, où finalement l'individu n'a pas sa place. L'individu n'a pas possibilité d'exprimer sa sensibilité, sa singularité. En gros, l'élève vient dans cette académie pour être formé, devrais-je dire, formaté. On lui apprend des savoir-faire, entre guillemets des savoir-être, mais en fait ces savoir-être sont dictés par 4 piliers immuables, et l'idée c'est véritablement d'être partie prenante d'une société qui ne veut pas bouger, une société qui veut maintenir une forme d'hégémonie spirituelle, culturelle, éducative. Et justement, tous les personnages qui sont là, c'est pour devenir médecin, avocat ou haut fonctionnaire. En tout cas, c'est pour viser le prestige tel que vu par la société traditionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, arrive le professeur joué par Robin Williams. Et c'est un professeur qui a été initialement élève dans cette académie. Et il a des méthodes, disons, un peu originales. En fait, ce que veut enseigner ce professeur de littérature anglaise, c'est pas seulement les grands auteurs et ils sont immuables, pièces de musée, machin et compagnie, non. Ce qu'il veut transmettre, c'est par la poésie, le goût de la vie, l'essence, la saveur de l'existence. Alors c'est vrai que Le Cercle des Poètes Disparus souffre pour moi du phénomène Le Petit Prince. Ça veut dire que si t'écoutes les gens parler du Petit Prince, ils vont retenir que Dessine-moi un mouton. Sauf que Dessine-moi un mouton, c'est dans les 20 premières pages, et Le Petit Prince, c'est vraiment un conte philosophique incroyable, mais alors les gens n'ont retenu que le petit élément un petit peu gimmick, alors que le livre en lui-même, il est profond, d'une philosophie vraiment accessible, mais en même temps qui peut se dénouer autant que tu veux. Bref, Le Petit Prince, c'est prodigieux, mais les gens n'en retiennent pas l'essence complexe. Le Cercle des Poètes Disparus, c'est exactement la même chose. Les gens n'ont retenu que Capitaine mon capitaine ou Carpe Diem, Seize the Day et compagnie. Vous avez retenu que les 20 premières minutes du film. Parce qu'en réalité, ce qui se joue derrière, c'est beaucoup plus fort. Le rôle incarné par Robin Williams, c'est pas seulement être oui, la poésie c'est mignon, ça décore la vie, c'est joli, ça fait plaisir. Non, la poésie est un véritable enjeu pour exprimer son identité. Pourquoi les artistes sont emparés de la poésie? Pour faire passer le temps? Non, ça répond à un besoin impérieux, un désir flamboyant d'exprimer son humanité, d'avoir un dialogue d'âme à âme. Et ce brasier ardent de la poésie, Robin Williams le transmet avec brio. J'apprécie beaucoup cette scène où justement il fait lire le manuel, le sacro-saint manuel, introduction à la poésie, où justement un universitaire renommé
limite la poésie à une courbe avec abscisse ordonnée et compagnie pour déterminer que Shakespeare c'est bien mieux que Byron par exemple. Et justement Robin Williams il dit très bien, arracher cette introduction elle sert à rien. Parce que Robin Williams dans ce film c'est la figure de la contestation, de l'opposition, du trouble à un ordre établi. Et le métal, comme toute culture de contestation, s'inscrit dans cette démarche-là. Et là, je reviens à la vidéo où j'ai réagi au reel de Maverick sur le métal s'invite dans la mode. Eh bien, ce qu'il faut, c'est ramener au métal cette essence contestatrice et cette identité qui se perd au fur et à mesure. Au même titre que dans le cercle des poètes disparus, la poésie perd au fil des ans de sa saveur parce qu'elle devient institutionnalisée en mode oui, c'est quelque chose qu'on peut analyser, qu'on peut transmettre et qu'on peut décortiquer. À ce même titre, le métal perd aussi de sa saveur et de son identité à mesure qu'on va le rendre académique. Et je trouve vraiment ce film, quand tu es passionné de métal et de poésie, parce que moi j'aime énormément la poésie, voir ce film, il y a un double discours qui se fait. Parce qu'on voit que dans ce film, mais aussi dans notre vie de tous les jours, il y a des moments qui sont officiellement beaux. Mais ces moments officiellement beaux sont jugés comme tels par rapport à la doxa, à l'opinion générale. Tu vois, par exemple, l'opinion générale va dire « Ah oui, c'est vrai que Les Misérables, oh, c'est beau. Ah oui, c'est vrai que pour un enterrement, ah oui, c'est solennel. Oh, c'est beau, mais parce que, voilà, faut que ce soit beau, faut que ce soit touchant. » Ouais, mais c'est pas ça la poésie. Ça, ce sont des événements qui sont formatés. Et genre tout ce qui est de la beauté, de l'émotion, de la sensation, tout ça, ça vient de la liberté pure. Et pas de quelque chose où on va te forcer à ressentir cette émotion. Et là, on en revient un peu au métal. C'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de sorties ces derniers temps où ça va forcer le côté, par exemple, thrash metal ou le côté black metal. Où on va se dire, ouh, dangereux, sulfuré et compagnie. Sauf que non, ton album il sonne comme des centaines, voire des milliers d'albums auparavant. En plus aujourd'hui nous sommes inondés, mais encore inondés, le mot est faible. Nous avons une avalanche, et pareil le mot est faible, de sorties parfois humaines, parfois sous IA. Donc à quel moment ta production devient plus sulfureuse et dangereuse, ou en tout cas avec ce sentiment d'urgence que la concurrence? En fait, si la réponse n'apparaît pas, c'est que tu n'as pas capté la poésie du thrash ou du black. Et si vous voyez pas où je veux en venir, encore une fois, voyez le film Le Cercle des Poètes Disparus, parce qu'il y a vraiment des moments dans le film où il y a des scènes où tu sens que la situation est officiellement belle, ça veut dire qu'on attend que ce soit beau, sauf qu'il va y avoir des instants dans le montage où ça va être un petit peu suspendu. On va avoir des points de vue sur le temps qui passe, les saisons, avec une très légère musique. Et en fait, la poésie, elle vient à ce moment-là. Elle ne vient pas dans les instants pourtant très lourds et solennels. Non, elle vient dans ces petits riens qui sont calés entre deux scènes. La direction photo du Cercle des Poètes Disparus, c'est magnifique. Moi, là, on est au moment où je tourne la vidéo, on est le 29 octobre. J'ai vu le film, je crois, le 26 octobre. Donc, voilà, on est en plein dans l'automne. Eh bien, moi, quand j'ai vu ce film, qui est vraiment des couleurs automnales puis hivernales, j'avais qu'une envie, c'est sortir pour profiter de l'automne à plein poumon. Donc là, j'ai un petit peu évoqué le côté social, dire voilà, on parle de poésie parce que ça nous fait bien voir du peuple. Oui, moi, je lis de la poésie. Ouais, mais tu ne la ressens pas, la poésie. Oui, moi, j'aime ce qui est beau. Oui, mais tu ne vas pas en quête du beau. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont dites dans le film. Et du coup, c'est pareil dans le métal. Il y a des phrases comme ça, un peu creuses, où par exemple, quelqu'un qui va écouter du métal bas du front, il va dire non mais j'écoute aussi du métal un peu plus péchu, du métal qui va chercher un peu plus loin. Oui, ça c'est des phrases toutes faites pour un peu dire, pour un petit peu se positionner sur le champ social et faire avec peu de mots comprendre aux gens qu'on n'est pas ce qu'on paraît être. Et ça, le film, genre, le met formidablement en scène avec des personnes qui pensent savoir ce qu'est la poésie, alors qu'en fait, non, ils savent pas du tout. L'autre enjeu primordial du Cercle des Poètes Disparus, et quelque chose qu'on peut aussi ramener au métal, c'est en fait la construction de l'individu. C'est vrai qu'il peut être pensé que le métal est avant tout affaire d'individualisme. Parce que nous sommes dans un monde
de plus en plus connecté, dans un monde de plus en plus mondialisé. Et le métal, dans ses premières heures, ramenait un petit peu l'individu au cœur de tout ça. Dire, c'est pas pour rien que le métal est avant tout une musique de cri, une musique d'alarme, encore une fois le besoin impérieux de s'exprimer d'âme à âme. En fait, c'est que le métal cherche à trouver écho auprès des personnes qui se sentent flouées et qui se sentent en marge de la société libérale capitaliste. Initialement, le métal veut faire fi d'un système dans lequel ça se passe pas très bien. Un système dans lequel l'individu n'existe pas, écrasé par la machine. Et là, je pense notamment au black metal, qui met en avant une philosophie individualiste. Mine de rien, le métal anticosmique de dissection, c'est l'individu au cœur du tout, et le fait que, justement, en fait, l'ordre que l'on croit être le bon est un non-ordre, et finalement, c'est le chaos en lui-même qui est la force du tout. Et c'est à l'individu de renouer avec le chaos. Alors je sais que là, je vulgarise comme un cochon, mais n'hésitez pas à préciser en commentaire. Et de toute façon, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo de Maxwell sur Dissection et sur John Otveit, qui vont plus en détail dans ce côté-là. Et donc l'individu, parlons de ça. Justement, le cercle des poètes disparus, comme je disais, on est dans une société où l'individu s'écrase et rentre dans le rang pour en fait s'exprimer et s'extirper en tant qu'élite. Notamment, il y a un personnage, je vous en dis pas plus, mais ce personnage-là, en fait, le père lui dit lui-même, il dit on se sacrifie pour toi, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on te met dans cette académie pour que tu aies la chance que je n'ai jamais eue. Donc là, en fait, la valeur de l'individu se jauge à son milieu social. Tu es médecin, donc tu as réussi. Tu as de l'argent, donc tu es un individu comblé. Et tout l'enjeu du film, et notamment de ce que fait Robin Williams, et là on peut vraiment dire que c'est pas seulement le personnage, c'est aussi l'acteur, quand on sait justement à quel point Robin Williams avait un profond sens de l'humanisme dans chacun des rôles qu'il endossait. Avec Robin Williams et son rôle dans le film, le but est de montrer que l'individu vaut bien plus que son simple rang. Et c'est ce que le professeur tente de montrer aux élèves, dire que, ok, vous avez appris à être formaté et compagnie, mais être un humain, vivre au quotidien, devenir un individu, c'est se découvrir soi. C'est pas devenir ce qu'on attend de nous-mêmes. Et c'est là où on en revient à la sociologie, ce que je disais par rapport au déterminisme social. Ça veut dire qu'on va appliquer à l'individu ce que les gens attendent de nous, et c'est pour ça qu'on n'est pas libre. On a un libre arbitre, mais on n'est pas libre. Sauf qu'à un moment, il va y avoir une rencontre qui va faire que ce choix qui était dissimulé, qui était invisible, va désormais apparaître comme une possibilité. Ces enfants de 17 ans qui se retrouvent en classe de littérature anglaise, peut-être au fond d'eux, il y a les germes de la rébellion, et c'est normal, germinal, tout ça tu sais, et c'est normal parce qu'à cet âge-là, on se construit par opposition, le métal, t'as compris, et ces jeunes gens, ils ont peut-être pensé à se rebeller, à s'opposer, mais ils n'ont jamais considéré ça comme une possibilité, parce que, au fond d'eux, ça leur paraît impossible. La société est tellement sclérosée, tellement minéralisée, qu'on ne peut pas péter cette barrière de pierre. Il est impossible de sortir de sa condition. Mais quand arrive Robin Williams, qui incarne ce professeur, on voit que cette muraille se fissure, et alors le germe de la rébellion peut commencer à pousser. Et c'est là où c'est bien fait dans le film. Et encore une fois, ça revient sur ce que je disais sur, on n'est pas tout à fait marginaux, dire l'individualisme absolu n'existe pas. C'est que, et la liberté absolue non plus n'existe pas, c'est que dans un premier temps, ces jeunes gens, pour exprimer leur liberté, ils vont marcher dans les pas de leur professeur. Quand les élèves découvrent que le professeur a créé le cercle des poètes disparus, cercle qui a été interdit par la direction de l'académie, dans un premier temps, les élèves veulent faire revivre ce cercle-là. Donc on est bien dans le cas où, pour exprimer leur individualité, ils vont d'abord s'inspirer de ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et là on revient sur la thématique de la liberté. Pour exprimer leur liberté, ils suivent un modèle. C'est tellement fin que justement on est en train de capter l'humain là-dedans. L'humain dans sa fragilité entre déterminisme et désir de liberté. L'humain est plein de contradictions et d'oppositions
le film tient ça, mais d'une manière formidable. Et là, je reviens au métal, parce qu'on est dans la même situation. Le métal cherche à s'opposer, à montrer qu'il est singulier en tant que musique et culture. Pourtant, elle puise et s'inspire d'art déjà présent auparavant. Le métal n'est pas autonome. Le métal n'est pas rébellion absolue. Le métal s'inspire de ce qu'il y a autour, le transforme et le mue en autre chose. Le but n'est pas que le métal soit une musique absolument contestatrice et libre. Non, le but est de récupérer les éléments du monde pour tendre un miroir à ce monde. Et c'est là aussi le rôle de la poésie dans le cercle des poètes disparus. Et justement, ça c'est encore une fois mais tellement bien mis en scène, c'est que l'individu va s'extirper de sa condition en se définissant par rapport aux autres. Et Robin Williams se dit très bien, il y a un temps pour l'audace et un temps où il faut mettre cette audace de côté. Pareil, il y a un personnage qui est très sulfureux dans le film, je vous laisserai le découvrir, mais à un moment, ce personnage sulfureux va vraiment bousculer l'ordre établi et il le fait de manière frontale, en pensant bien faire, en pensant suivre l'enseignement de son professeur. Donc il veut exprimer sa liberté de manière flamboyante et directe. Et justement, il se fait reprendre, il se fait corriger de manière assez sévère. Et donc le professeur va le voir et va lui dire « Mon garçon, il y a un temps pour l'audace, et ce que vous avez fait là, ce n'est pas de l'audace. » Et donc, encore une fois, c'est là que le film tape tellement juste, c'est que, en fait, être audacieux, être rebelle, être dans l'opposition, ça se fait avec un regard, ça se fait avec intelligence. Oh, tu peux y aller de façon frontale aussi, mais si tu vas de façon frontale, faut pas t'attendre à recevoir des lauriers. Ou alors, si tu fais de façon frontale et que ça marche, cool pour toi. Mais t'as eu quand même beaucoup de chance. Et ça, forcément, j'ai pensé à tous ces groupes de métal dont la communication et les éléments de discours sont du type « Nous sommes un nouveau groupe qui voulons bousculer les habitudes dans le métal, on a un son totalement novateur et compagnie. » Et quand tu écoutes, ça ressemble à des milliers d'albums déjà sortis. Parce que dans ces groupes, ce qui leur manque, c'est l'audace. Mais accéder à l'audace, c'est pas donné à tout le monde. Si tu as vécu toute ta vie dans un certain milieu où le fait de simplement dire merde est signe d'une grande audace, forcément, pour d'autres personnes bien habituées aux manifestations musclées, pour eux, tu dis merde, non, t'es pas audacieux, t'es un petit rigolo. J'en reviens à ce que je disais par rapport à 5 commentaires que j'ai pu recevoir en mode oui, toi tu parles de tech et de prog, tu veux faire ton malin, tu veux te distinguer. Non, c'est juste que moi je parle de ces groupes-là, t'as pas l'habitude, j'ai l'impression d'être élitiste pour toi, alors que pas du tout. Alors vraiment, c'est pour ça que je voulais un petit peu filer ma pensée autour de ce film, c'est parce qu'il est tellement riche, il raconte tellement sur l'humain, ses habitudes, qu'il me fallait partager ça avec vous. Et tout ceci m'amène en fait au dernier point que je voulais aborder avec vous. Comme ce film parle de poésie, et que la poésie est quelque chose qui me passionne énormément, il y a un dernier élément que je voulais donc évoquer avec vous, c'est que pour la poésie comme pour le métal, il y a beaucoup de personnes, quand ils découvrent que tu écoutes du métal ou que tu apprécies la poésie, là ils vont dire « Ouais mais moi je comprends pas ». Là ils vont dire « Je comprends pas le métal », et là ils vont dire « Ouais moi la poésie, j'ai l'impression que je suis trop stupide pour comprendre ». Et ça, c'est pas vraiment de leur faute. Le métal, il fait pas tout pour être accessible. Et pareil, en poésie, surtout en poésie contemporaine, il est difficile de comprendre où les artistes veulent en venir. Et là, que ce soit du côté créateur, créatrice et auditeur, auditrice ou passionné en général, ce qu'il faut, c'est se faire confiance. Lâcher prise. Quand des personnes me disent que le métal technique, c'est trop pour eux, il faut pas essayer de décortiquer. Juste, écoute la musique, laisse-toi porter. Si la poésie te semble complexe, c'est pas grave. Lis-la, profites-en, laisse-toi porter. S'il y a bien un élément qui pour moi est essentiel pour apprécier le métal, la poésie ou l'art en général, c'est que tout ça, ce sont des rencontres d'âme à âme, d'humain à humain, et forcément, ce sont des moments suspendus. Ce sont des instants où on va laisser l'âme se nourrir. On met la vie en pause, on cherche pas la rentabilité, on ne vise pas à avoir un instant, on va dire,
où le plaisir sera maximal, juste on arrête tout et on profite. Alors c'est sûr que c'est facile de dire ça parce que il y a des groupes où leur projet, leur album, c'est un enjeu de vie ou de mort. Je pense notamment au groupe Phenomy qui fait du thrash metal. Et pourquoi je parle de ce groupe-là ? Parce que ils sont libanais. Et au Liban, faire de la musique, c'est un peu délicat. Mais alors faire du métal, c'est vraiment compliqué. Là, littéralement, ils risquent leur vie en faisant cette musique. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de boost à Phenomy. C'est vraiment un groupe de thrash metal qui a des choses à prouver. Donc allez jeter une oreille, je vous mets le lien pareil en description. Là où je voulais en venir, c'est qu'avec tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo, l'important, encore une fois, c'est de ramener dans le métal et dans notre vie de tous les jours, ramener en fait de la sincérité, ramener du cœur, du soi dans notre existence. C'est pas chercher à faire valoir son individualité pour écraser les autres, mais c'est faire valoir ce qui fait notre essence la plus profonde pour trouver du sens dans notre vie. Nous sommes de plus en plus écrasés par la machine qui s'incarne désormais avec l'intelligence artificielle. Sauf que l'IA génératrice ne pourra jamais capter cette essence humaine. L'IA génératrice va proposer du contenu, va générer des produits, mais jamais ces produits auront ce dialogue d'humain à humain. Et là, je trouve qu'il y a un enjeu crucial pour les musiques métal, c'est de mettre en avant les productions humaines. Ça veut dire que si tu fais un visuel pour un album et que franchement ton visuel il ressemble un petit peu à de l'intelligence artificielle, corrige ta copie. Fais en sorte qu'il n'y ait aucun doute. Après, si un groupe est dans la galère et a besoin d'employer l'IA génératrice pour générer un visuel d'album, dis-le, sois honnête, sois transparent. Car c'est justement en étant honnête et transparent qu'on est dans l'humain. Mais si tu es là dans une recherche de rentabilité, d'efficacité, et du coup tu emploies l'IA pour gagner du temps, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi t'es-tu lancé dans la création initialement ? Si c'est pour le pognon, fair enough, bien pour toi. Assume alors. Si t'es là pour le pognon, vas-y plein pot. Parce qu'on ne pourra jamais te reprocher d'avoir été honnête dans ta démarche. En revanche, si t'es là à vouloir défendre un discours comme quoi oui, on a pris du temps pour faire notre musique, et qu'en fait les gens se rendent compte que le visuel est fait par IA, voire que certains éléments de composition ont été générés par IA, là en fait il va y avoir une opposition entre le discours et les faits, et là faudra pas se donner de te prendre les fourches et les torches. Car je ne le dirai jamais assez, le métal est avant tout histoire de rencontre. Une rencontre entre sensibilités intercroisées. C'est ce moment où, quand on écoute et on découvre une sensation musicale, on se dit « j'ai enfin trouvé quelque chose qui résonne dans mon cœur ». Cette rencontre artistique fait qu'on s'aperçoit qu'il y avait un vide qu'on ignorait, qui vient d'être comblé. Et c'est ça qui nous donne tant d'appétence par la suite. En fait, on se dit « attends, je ne savais pas qu'il me manquait quelque chose, maintenant que je le sais, je vais continuer à chercher parce que peut-être je vais trouver un album qui va encore plus me nourrir, encore plus me faire du bien. » Et là, c'est pas une recherche de singularité, c'est pas une recherche de se faire plus malin que les autres. C'est juste que on veut trouver ce qui nous fera du bien. Et quand on a quelque chose qui fait résonner les fibres en nous, forcément on veut prendre la parole, on veut partager ça avec les autres. Ainsi, pour conclure cette vidéo, je ne pourrais pas dire autre chose. Rencontrez l'art, rencontrez des gens, et surtout, nourrissez-vous, faites preuve de curiosité. Et comme je disais dans la vidéo sur la marginalité, peu importe ce que les gens pourront vous dire, ou ce que les gens peuvent me dire, car jamais aucune parole ne pourra enlever ces instants poétiques que vous avez passés avec les œuvres. Rien ne pourra vous ôter l'essence qui a nourri votre esprit et votre âme. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de se laisser, je vous invite encore une fois à partager, liker la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne pour donner de la force. C'est tout pour moi. Pensez quand même à jeter un œil au lien pour découvrir mes romans d'Heroic Fantasy, Errant en bord de la falaise et Litanie de l'acier. Et en attendant de nouvelles aventures, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao ciao.